Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui sous la forme d'une petite capsule une vision nouvelle de la dyslexie, des troubles d'apprentissage, vision qui est inspirée de 20 ans de consultations spécialisées d'enfants souffrant de troubles d'apprentissage et également d'une revue récente de la littérature neuroscientifique sur le sujet. Alors, nul n'ignore qu'à l'heure actuelle, on considère la dyslexie et les troubles d'apprentissage comme la conséquence d'une dysfonction de certains modules du cerveau, des circuits spécialisés dans certaines fonctions cognitives, et en particulier dans le langage et la lecture pour la majorité d'entre eux. Cela dit, l'idée, le dogme selon lequel la majorité des enfants dyslexiques auraient un défaut dans les aires du langage n'est plus à l'ordre du jour. Au contraire, l'observation clinique nous apprend deux choses. D'une part, une confirmation, à savoir l'incapacité d'entrer dans les apprentissages en dépit d'une intelligence normale, mais aussi une révélation, c'est que ce n'est qu'une partie de ces enfants qui souffrent d'un défaut d'ordre linguistique, d'une altération des systèmes langagiers de leur cerveau. Et en fait, on peut à l'heure actuelle décrire trois profils distincts de troubles 10, ce qu'on appelle couramment en francophonie les troubles 10. Un profil phonologique, qui est le plus fréquent, le plus classique, qui repose sur l'hypothèse bien classique d'un défaut d'ordre phonologique, c'est-à-dire de la conscience que notre parole et notre langage sont constitués de sons séparables les uns des autres, qu'on appelle les phonèmes, mais aussi deux autres profils, un profil visio-attentionnel, pour lequel le trouble n'est pas du tout linguistique, mais plutôt d'ordre lié à un trouble d'attention, et d'attention visuelle particulièrement, et également un troisième profil qu'on va appeler dyspraxique, qui est probablement le moins connu, et qui, bien qu'il puisse être associé au précédent, relève essentiellement d'un défaut de coordination et d'automatisation. Alors tout d'abord, le profil phonologique, c'est donc le plus classique, c'est celui sur lequel, depuis une vingtaine d'années, tout le monde insiste, voire même considère comme la seule explication possible de l'incapacité à entrer dans la lecture, qui est la définition même de la dyslexie, l'incapacité à entrer dans la conversion graphophonémique. On ne peut pas mettre en relation les graphèmes, les formes écrites des mots, des lettres et des mots, et les phonèmes, leur représentation sonore. Il y a souvent chez ces enfants des difficultés dans le langage oral, soit encore présentes au moment où ils apprennent à lire, soit qu'on retrouve à l'interrogatoire, c'est-à-dire en demandant à leurs parents comment s'est passé le développement du langage. On s'aperçoit qu'il y a de petites anomalies qui ont parfois nécessité la prise en charge par une orthophoniste, mais pas forcément de façon durable, et l'intensité de ce trouble du langage initial n'est pas prédictif de l'intensité du trouble de la lecture. La difficulté de lecture elle-même, c'est principalement un déficit dans le décodage, c'est-à-dire des erreurs de conversion graphophonémique, un trouble de la conscience phonologique, des difficultés à se représenter les sons constitutifs des mots, un trouble de la mémoire immédiate et un trouble de la dénomination rapide, qui sont les caractéristiques habituelles des enfants dyslexiques souffrant de ce profil-là. Mais comme je vous le disais, tous les dyslexiques n'ont pas ce tableau-là. Et certains même sont excellents du point de vue linguistique, chez lesquels on ne peut absolument pas retrouver la moindre difficulté dans l'acquisition du langage oral et la moindre difficulté dans les tâches phonologiques qu'on peut leur faire réaliser. La dyslexie elle-même n'est pas différente de celle du premier type, mais la difficulté, au bout de quelque temps, se manifeste essentiellement par une lenteur et de ce qu'on appelle des parallaxies dérivationnelles, c'est-à-dire, vous savez, ces enfants qui lisent bien la partie gauche du mot et qui vont inventer la partie droite.
comme s'ils n'avaient pas le temps de tout lire. Et en fait, ce qui se passe chez eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à focaliser l'attention sur l'ensemble du mot. Ils sont obligés de décoder morceau par morceau, et forcément, ils vont commencer de façon atypique, hein. Ils vont commencer par la partie gauche et inventer la partie droite. Parfois même, les petits mots de 2 lettres sont substitués ou mal lus, ce qui prouve que la fenêtre attentionnelle n'a pas pu se renfermer, se limiter à ces mots de 2 lettres. Alors, donc, on pense qu'il s'agit non pas d'un trouble linguistique, mais bel et bien d'un trouble d'ordre attentionnel, et tout particulièrement visio-attentionnel. Très souvent, les enfants qui ont ce type de dyslexie souffrent également de ce qu'on appelle un TDA, c'est-à-dire un trouble déficitaire d'attention, qui, dans sa forme la plus complète, la mieux connue et la plus spectaculaire également, s'appelle TDAH, c'est-à-dire le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, que tous les enseignants connaissent bien. Ils ont certainement eu 1 ou 2 enfants dans leur classe qui souffraient de ces problèmes-là, et de façon tout à fait spectaculaire. La question est qu'une partie d'entre eux, en fait, ne sont pas hyperactifs, ils sont seulement inattentifs, et cela pose réellement un problème de diagnostic. Le troisième profil, distinct des 2 précédents, va être appelé dyspraxique. Pourquoi? Parce que la dyslexie elle-même est plus modérée et plus transitoire, c'est-à-dire que ça va, après quelques mois d'orthophonie, on va pouvoir montrer une amélioration très nette de la lecture, beaucoup plus nette que dans les 2 groupes précédents, mais en parallèle, on va voir s'installer des difficultés d'ordre moteur, et en particulier dans le graphisme. Alors ces difficultés d'ordre moteur, elles existaient déjà, et on peut, en interrogeant les familles, s'apercevoir que déjà tout petit, il y avait un décalage entre le développement moteur, la coordination motrice, la marche, la précision des gestes, et également tout ce qui concerne la manipulation de l'espace, les puzzles, les cubes, les Lego, etc. Tout ça ne s'est pas développé aussi bien que le langage. Et rapidement, on va s'apercevoir que ce qui caractérise ce type de dyslexique, en dehors de cette difficulté relative dans le geste moteur, c'est la dysgraphie, c'est-à-dire la difficulté à exécuter un geste graphique qui soit harmonieux, fluent et efficace. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les 2 premières années d'apprentissage, on va pouvoir les représenter de cette manière. Vous voyez, l'impact du trouble de la lecture qui, en 2 ans, diminue de façon considérable, jusqu'à presque ne plus exister à la fin de la 2e année, et l'impact du trouble de l'écriture, parallèlement, qui s'accroît jusqu'à devenir la problématique la plus importante, le handicap le plus important pour cet enfant. Alors, on sait que ces 3 profils correspondent à la dysfonction de 3 circuits séparables les uns des autres. Le premier, pour le profil 1, il s'agit des fameuses aires du langage, hein, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke et les faisceaux qui les unissent. On sait maintenant que les enfants dyslexiques de ce premier type, hein, qui souffrent de cette dyslexie phonologique, ont un mauvais fonctionnement des circuits du langage de leur hémisphère gauche. Ceux du 2e groupe, qu'on a appelé visuel, hein, visio-attentionnel, vont souffrir d'un défaut d'activation dans des zones tout à fait distinctes des précédentes. C'est les zones qui intéressent les lobes pariétaux droite et gauche, hein, et la partie inférieure du lobe temporal gauche, ce qu'on appelle l'aire de la forme visuelle des mots. C'est à cet endroit que sont représentées toutes les formes des mots, du point de vue visuel et du point de vue de leur statut linguistique. Et le 3e groupe, qui est représenté ici en beige, celui des enfants qui souffrent surtout de problèmes de coordination, est sous-tendu par une dysfonction d'un circuit qui intéresse le cervelet, le cortex frontal et le cortex pariétal dans sa partie consacrée à tout ce qui est spatial et temporel. Alors ces 3 types, ces 3 profils peuvent coexister. On peut le représenter de cette manière, sous la forme d'un système
à trois axes. Et vous voyez ici le point rouge qui correspondrait à un cas théorique pour lequel le trouble serait à égalité entre les trois types de dysfonctionnement, phonologique, attentionnel et dyspraxique. Ici, un cas à nette prédominance phonologique, un cas à nette prédominance visuo-attentionnelle et un cas qui est à la fois dyspraxique et visuo-attentionnel, comme cela arrive assez souvent. Ainsi, nous voyons que grâce à cette conception tridimensionnelle des troubles 10, le clinicien, comme le pédagogue du reste, pourront se faire une représentation complète de l'ensemble des cas de figure possibles et ainsi aborder une véritable neurocompréhension de chaque patient ou de chaque élève. Pour conclure, nous voyons donc que cette façon de présenter la dyslexie, tout en étant plus près de la réalité clinique de terrain, s'écarte notablement des conceptions classiques par le fait qu'elle met sur le même plan les trois principaux mécanismes à l'origine des troubles observés, linguistique, visio-attentionnel et dyspraxique. De ce fait, elle donne également des pistes clairement distinctes, tant aux thérapeutes qu'aux pédagogues, en les incitant à raisonner de manière adaptée à chaque profil. Enfin, d'un point de vue plus théorique, elle repose sur une conception des troubles du neurodéveloppement qui va dans le sens des préconisations actuelles, à savoir se baser sur une conception modulaire du fonctionnement cérébral et en déduire des attitudes qui soient le plus spécifiques possible à chaque type de cas, à chaque cas et à chaque type de dysfonctionnement.